C'est l'histoire d'une colère qui embrase le monde. L'histoire d'une rancœur exploitée à des fins politiques. Les réseaux sociaux sont l'instrument parfait pour un leader populiste pour pousser les gens à croire des messages de plus en plus extrêmes. Pour les journalistes, le problème, c'est pas cette foutue tzigane, mais le ministre de l'Intérieur. Mais je vous donne ma parole qu'on va raser leur squat. Les nationalistes de l'ère numérique additionnent les rages. Ils désignent au peuple de nouveaux ennemis. Les politiques, les journalistes, les minorités, les étrangers. Ils ramènent de la drogue, ils commettent des crimes, ils violent. Ce connard de maire prend un décret à la con et confine les gens chez eux. Si j'étais armé, je descendrais dans la rue. Dans l'ombre des démagogues, des conseillers occultes ajustent leurs algorithmes, manipulent les consciences. Ils sont informaticiens, sondeurs d'opinion, experts en big data. Ils sont les ingénieurs du chaos contemporain. Un ingénieur du chaos est quelqu'un qui a importé en politique la logique des grandes plateformes Internet. Il va aller exploiter toutes les poches de colère qui se trouvent à l'intérieur de la société. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on peut analyser en temps réel le sentiment des gens. Et ça change tout. C'est de la pure manipulation. La France et l'Allemagne n'ont pas encore cédé, mais la vague nationaliste a déferlé sur d'autres grandes démocraties. Aux États-Unis, en Italie, au Brésil, en Inde. C'est dans ce laboratoire mondialisé que nous avons enquêté. Les ingénieurs du chaos y testent leurs recettes et se jouent des frontières. L'Inde a été l'une des pionnières. Beaucoup d'outils utilisés aujourd'hui en Inde vont se retrouver aux États-Unis ou ailleurs. Pour mieux cibler nos émotions, ces Machiavel du numérique s'emparent de nos données personnelles. Ils infiltrent les réseaux sociaux. Tous ces gens ont utilisé le hashtag avortement sur Instagram. Je peux extraire leur nom complet, leur téléphone, leur email, leur date de naissance, leur sexe. WhatsApp est le canal idéal pour propager de la désinformation parce que c'est crypté. C'est vraiment l'arme du crime parfait. Aucune société n'est à l'abri. Aucune démocratie. Pas même la vôtre. You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Je prends mes ordres du président Trump. Et s'il dit qu'il est temps de descendre dans la rue, alors nous descendrons dans la rue. And we're going to the Capitol. And we fight. We fight like hell. Trump a tweeté « Rendez-vous le 6 ». C'était partout sur Twitter. Et tout le monde a décidé de venir. Ce 6 janvier 2021, Scott McKenzie a traversé toute l'Amérique pour soutenir Donald Trump. Comme lui, il est convaincu que Joe Biden leur a volé l'élection présidentielle. Il nous a fallu 39 heures pour faire le trajet directement, sans s'arrêter. Ça fait 4500 km.
À la toute fin du discours, le président Trump a dit « Marchons jusqu'au Capitole ». Et quand nous sommes arrivés au Capitole, la scène était plutôt chaotique. Scott n'a pas participé à l'assaut du Capitole. S'il condamne les violences, c'est pour accuser le camp d'en face, les gauchistes, qui auraient comploté contre Donald Trump. Je pense vraiment que c'est l'extrême gauche qui a planifié l'attaque du Capitole. Beaucoup de gens ne me croient pas. Ils préfèrent croire les médias qui disent que ce sont les Trumpistes qui ont causé tout ça. Toutes les preuves disent le contraire. Mais dans les rangs trumpistes, on ne fait plus confiance aux grands médias depuis des années. Les accusations de l'ex-président ont sapé leur crédibilité. Le populisme passe par une série d'étapes. Vous créez un ennemi, c'est la première étape. L'ennemi central de Donald Trump, après qu'il est devenu président, a été les médias traditionnels. Et il a mené une guerre totale contre les médias traditionnels aux États-Unis. I want you to know that the movement we started is only just beginning. Les grands médias, les gens qui les possèdent et qui veulent contrôler le monde, c'est-à-dire les mondialistes, ont pour mission d'imposer un récit idéologique unique à toute la population mondiale. Et ce récit, c'est celui de la gauche, selon lequel le socialisme est une bonne chose, le mondialisme est une bonne chose, les Nations Unies sont une bonne chose. People do not believe the corrupt fake news media to become the enemy of the people. Fake, disgusting Le terme fake news n'est jamais utilisé par Donald Trump avant son élection à la présidence. Pas une seule fois. Littéralement, quelques semaines après avoir été élu, il s'est retourné contre l'appareil médiatique qui l'a aidé à gagner. Les populistes ne veulent pas qu'on remette en question leurs idées. Donald Trump a utilisé le terme fake news pour désigner tout type de journalisme qu'il n'aimait pas. À partir de ce moment-là, il est devenu la source d'information la plus fiable pour ses partisans. Quand j'ai commencé à croire en Trump, j'ai vu que le seul moyen d'obtenir de bonnes informations sur lui ou de lui, c'était à travers Twitter. Pendant sa présidence, Donald Trump a augmenté la fréquence de ses tweets. Très souvent, il dépassait la centaine de tweets par jour. Dans le cas de Twitter, il y a des biais structurels en termes de simplicité, d'impulsivité et d'incivilité. La simplicité à cause de sa limitation à 280 caractères. Il y a une barrière structurelle qui empêche quelqu'un de dire quelque chose de complexe ou de sophistiqué sur Twitter. Ce qu'il a à dire, il peut me le dire directement. Il y a aussi ses vidéos. Et tout ça, je l'ai directement de sa bouche. 2. L'impulsivité. Parce qu'un individu peut vraiment tweeter de n'importe où, à n'importe quel moment, à toute heure de la journée. Et c'est un médium très émotionnel. Et Trump utilise fréquemment des mots liés à l'émotion pour susciter la colère ou la haine. Après avoir fait une attaque très simple, il insère le mot « triste » avec un point d'exclamation. Il nomme pour ses followers l'émotion exacte qu'il veut leur faire ressentir. Et puis il y a aussi un biais pour ce qui concerne l'incivilité. Nous savons par exemple que les émotions négatives voyagent plus vite et plus loin sur la plateforme Twitter. L'essentiel de ce que Trump a dit sur Twitter n'aurait jamais passé le filtre des médias traditionnels. Jamais. Il détestait le fait que Trump s'adresse directement au peuple.
Dans l'Amérique de Trump, l'ingénieur du chaos était le président lui-même. Mais la plupart du temps, c'est un conseiller occulte qui chuchote à l'oreille du prince, à la fois expert en algorithmes et maître des émotions. Inscris-toi tout de suite. Plus vite tu mettras des likes sur ma page Facebook, plus tu gagneras des points. Et les plus chanceux gagneront un coup de fil avec moi. Parler au peuple directement. Le chef de file de la droite italienne est un maître en la matière. Facebook, c'est le réseau social le plus populaire, le plus peuple. Je sais très bien qu'avec une vidéo, un message, je peux atteindre des millions de personnes. De mémoire, je dois avoir, 4 millions d'abonnés sur Facebook ? Son compte Facebook est le plus suivi de tous les politiques européens. Matteo Salvini a fait de son parti, la Ligue, la formation politique la plus populaire du pays en moins de 10 ans. Derrière ce succès, il y a un homme, très discret. Sur les photos, c'est celui qu'on voit de dos ou en retrait. Luca Morisi, le conseiller de l'ombre. C'est lui qui méthodiquement a fait des réseaux sociaux le mégaphone de Matteo Salvini. C'est une personne qui peut rester 20 heures d'affilée devant l'écran de son ordinateur, à pianoter, comme il le dit lui-même, pour préparer des textes, des sondages, des chiffres. C'est quelqu'un qui fait des recherches de manière obsessionnelle. La première chose remarquable qu'a faite Morisi après avoir rencontré Salvini, c'est de lui dire « Ne va pas sur Twitter, c'est le réseau social des professionnels. Le peuple, lui, il est sur Facebook. Tu dois tout miser sur Facebook. » C'est la première intuition de Morisi. Quand ils se rencontrent, Salvini n'a que 18 000 followers sur Facebook. Ce n'était pas encore le Salvini aux millions de fans sur Facebook. Luca Morisi nous a dit un jour « Effacez-vous tous, nous allons miser sur un seul homme. » Car en ce moment, l'électeur italien moyen demande un homme fort. Il fabriquait ce récit d'un capitaine, d'un homme invincible, sans peur, sans défaut, au goût simple, facile à approcher. Luca Morisi, je l'ai rencontré sur Facebook. Il m'a plu parce qu'il était génial. Il est génial. Et il s'occupait de thèmes qui étaient très loin de moi. Philosophie de la communication. Il avait une vision très moderne. Alors, ou tu le prenais pour un fou, ou tu le faisais travailler avec toi. Moi, j'ai choisi la deuxième option. Luca Morisi n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Il n'en donne jamais. Il n'apparaît publiquement que dans de rares conférences privées, réservées à ses pairs. Matteo Salvini, en termes de mesure de vanité, c'est-à-dire le nombre de likes et de followers, est le numéro 1 sur Facebook parmi les leaders européens. Ce docteur en philosophie sait tout des réseaux sociaux. Susciter des émotions, jouer sur les peurs, au nom de son candidat. Morisi a compris à travers l'utilisation des réseaux sociaux que ça n'était plus le moment d'être modéré. Il a compris que c'était le moment d'être radical.
Il y a là une grande dichotomie, avec eux d'un côté et nous de l'autre. Cette logique de polarisation fonctionne très bien en général, et pour notre communication en particulier. Et naturellement, l'attaque contre les ennemis, ça marche toujours très bien. Cette stratégie appliquée à la lettre l'a mené à sa première grande victoire. En 2018, Matteo Salvini devient vice-premier ministre après une croisade numérique. Et toujours le même message, répété, martelé. Pour les clandestins, c'est fini la belle vie. Préparez vos valises. Préparez vos valises. Vous comprenez les amis? Ils veulent plus d'argent. Au lieu de dire merci, ils veulent plus d'argent. Est-ce que c'est normal? Ils arrivent à Vérone. Ils veulent regarder le foot sur Sky. Ils veulent manger, être tranquilles. Et qui paye? C'est nous. C'est vous. Bien sûr, la communication sur les réseaux sociaux, elle est plus libre, plus immédiate, moins filtrée, en bien et en mal. Si nous n'avions pas pu communiquer directement avec ces millions de gens, ça aurait été plus difficile. Matteo Salvini et Luca Morisi se rencontrent en 2013. À l'époque, Salvini est indépendantiste et son ennemi, c'est l'Italien du Sud, le bouseux. Avec ses camarades de la Ligue du Nord, son petit parti régionaliste, il les dénigre sans retenue. Sous l'influence de Luca Morisi, le parti se fixe une ambition nationale. Il faut donc une nouvelle cible pour s'adresser à tous les Italiens. Un ennemi extérieur, les immigrés clandestins. Ce changement, je le définirais comme un travail de deux petits chimistes dans un laboratoire, Salvini et Morisi. Les réseaux sociaux permettent de tester les messages au jour le jour. Et Morisi disait souvent « Mon travail est bien parce que je vois le jour suivant les résultats des choses que je fais, des thèmes que je propose. » Et il découvre simplement que ces thèmes-là, les immigrés, les Noirs, sont des thèmes transversaux. Morisi m'a expliqué exactement ce concept. Il s'était rendu compte que ces sujets réussissaient à percer au Sud. C'est en explorant les entrailles des réseaux sociaux que Salvini et Morisi ont choisi leur nouvel ennemi. Une technique bien connue des spécialistes de marketing numérique. On appelle cela l'analyse des sentiments. L'analyse des sentiments, ça a vraiment changé la donne en communication politique. Avec les sondages, quand tu fais ton étude, tu dois parfois attendre plusieurs jours pour obtenir le résultat. Et souvent, en politique, plusieurs jours, c'est déjà trop. Imaginez que vous vouliez comprendre l'opinion des gens sur des réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. Comment est-ce qu'ils parlent de l'immigration? S'ils l'évoquent de manière positive ou négative? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous commencez par identifier des mots-clés. Par exemple, migrant, bien sûr, ou bien immigration, mais pas seulement. Par exemple, nous savons que certaines personnes en Italie, lorsqu'elles discutent de migrants, elles utilisent le mot « migre ». Donc, vous ajoutez aussi ça aux mots-clés. Imaginez que vous collectiez 1 million de messages. Vous avez une énorme quantité d'informations avec lesquelles vous pouvez jouer.
Alors qu'est-ce que vous faites? Vous voyez simplement ce dont les gens discutent, vous observez le sentiment général autour de ce thème et vous surfez dessus. Le persone a bordo di questa automobile gridano Salvini, Salvini. A Macerata c'è stato un raid razzista. 11 aggressioni a sfondo razzista nel giro di poco meno di 2 mesi. Perché è una vergogna il modo con il quale Salvini ha costruito un racconto che ha reso gli italiani un paese più razzista negli ultimi mesi. Che cosa ha fatto Matteo Salvini? Ha creato paura, ha creato caos. Luca Morisi a réussi son coup. Faire parler de son candidat. En mal ou en bien, peu importe. Pourvu que les électeurs plébiscitent le tribun italien. Luca Morisi, je l'ai perçu comme un visionnaire. Et en fait, maintenant, il est sûrement en train de penser à quelque chose de plus avancé que je ne comprends pas, mais que je comprendrai avec le temps. C'est pour ça que je travaille avec lui. Matteo Salvini et son discret Machiavel ont domestiqué les réseaux sociaux sans se cacher. Ailleurs, c'est un cabinet de l'ombre qui est à l'œuvre, au sommet de l'État. Un clan quasi mafieux, organisé de façon pyramidale, qui n'hésite pas à menacer ses propres citoyens. L'an dernier, j'ai reçu toutes sortes de menaces, comme « En ce moment, tu vis aux États-Unis, ne reviens pas, jamais ». Ce jeune professeur de São Paulo enquête depuis 4 ans sur la désinformation numérique. Au Brésil, c'est une activité dangereuse. En décembre 2019, quand je suis allé à une réunion de travail, j'ai reçu un email qui disait « Nous savons que tu es à São Paulo. Tu ferais mieux de faire attention. » Et ils ont joint une photo de moi où j'étais la veille. Donc ils me suivaient. Depuis, je n'ai pas pu y retourner car ce n'est pas sûr pour moi. Je suis devenu une cible. Pour son enquête, David Nehmer a plongé dans les méandres de la messagerie WhatsApp. C'est là que sévissent les ingénieurs du chaos brésilien. WhatsApp joue un rôle essentiel dans la communication au Brésil. Et parce que c'est une plateforme cryptée, il y est plus facile de cacher de la désinformation et de la propager. WhatsApp au Brésil, c'est 130 millions d'utilisateurs, presque 2 Brésiliens sur 3. Des groupes de famille, de loisirs, d'amis, où chacun fait confiance à l'autre. Un peu comme vous et votre propre communauté WhatsApp. Imaginez que quelqu'un de mal intentionné infiltre ce cercle intime, y répande de fausses nouvelles. C'est ce qui va arriver à des millions de Brésiliens pendant la campagne présidentielle de 2018. Bolsonaro était une personnalité nouvelle dans l'élection et les gens voulaient en savoir plus à son sujet. Le capitaine de réserve Jair Bolsonaro, à l'époque presque un inconnu sur la scène nationale, commence à grimper dans les sondages. Pour diffuser sa propagande, il choisit d'infiltrer incognito la messagerie préférée des Brésiliens. Dans mon propre groupe WhatsApp, avec ma famille, avec mes oncles, mes tantes et ma mère, j'ai remarqué qu'ils partageaient des contenus qui étaient essentiellement des fake news. Des fausses nouvelles, pour semer le trouble chez les électeurs. Comme cette vidéo, l'une des plus partagées sur WhatsApp. Voici ce qui est distribué à la crèche de votre enfant, sous prétexte de combattre l'homophobie. Faut voter Bolsonaro, les gars. J'ai voulu savoir d'où provenaient tous ces messages. Donc, j'ai rejoint 4 groupes WhatsApp qui se disaient pro-Bolsonaro
Et j'ai découvert que l'infrastructure humaine était organisée comme une pyramide. À la base de cette pyramide, vous avez ce que j'appelle les Brésiliens moyens. Au deuxième niveau, il y avait l'armée Bolso, l'armée qui travaillait pour faire passer les mots de Bolsonaro. Ils travaillaient pour diffuser la désinformation de ces groupes vers les groupes auxquels mes parents, mes oncles, mes tantes appartenaient. Et au sommet de la pyramide, il y avait les influenceurs. Je les appelle influenceurs parce que ce sont eux qui fournissent une désinformation originale et inédite à ces groupes. L'enquête de David Nemer révèle surtout que les ingénieurs du chaos, au sommet de la pyramide, appartiendraient à l'entourage très proche du président brésilien. En 2018, les fils de Bolsonaro, Flavio et Eduardo Bolsonaro, ont publié leur numéro de téléphone sur leur propre compte de réseaux sociaux. Et quand j'ai enregistré ces numéros dans le téléphone avec lequel je surveillais ces groupes WhatsApp, j'ai réalisé que ces numéros étaient dans ces groupes. Non seulement ils s'y trouvaient, mais ils en étaient même les administrateurs, c'est-à-dire les gestionnaires. Ils savaient ce qu'il se passait, ils savaient qu'il y avait de la désinformation. Les fils Bolsonaro non seulement savaient, mais ils orchestraient aussi. La presse brésilienne a donné un nom à cette garde rapprochée, le cabinet de la haine, dirigé par les 3 fils de Jair Bolsonaro. Carlos, dit le Pitbull. C'est un grand nostalgique de la dictature militaire. Eduardo, le Benjamin. Il vénère les armes à feu et Steve Bannon, le conseiller populiste qui a aidé Trump à devenir président. Et Flavio, l'aîné, soupçonné d'avoir des liens avec le monde du crime. Leur méthode ? Le pays tout entier les découvre à la une des médias, à quelques jours de l'élection présidentielle. L'application de messagerie WhatsApp a déclaré enquêter sur les entreprises dénoncées hier par le journal Folha de São Paulo. La campagne de Jair Bolsonaro a tenté d'influencer les élections à travers des millions de fake news envoyées par WhatsApp contre le Parti des travailleurs. Voici celle qui a révélé le mode opératoire du clan Bolsonaro, Patricia Campos. Cette journaliste chevronnée a montré comment l'équipe du candidat aurait envoyé des millions de messages politiques à des électeurs grâce à des logiciels automatisés. Le premier article que j'ai fait sur cette histoire démontrait que pendant la campagne, ils avaient des hommes d'affaires qui collectaient de l'argent de donateurs. Et ces businessmen achetaient à des agences de marketing politique des lots d'envoi massifs de messages sur WhatsApp contre le Parti des travailleurs et son candidat, Fernando Haddad. Le cabinet de la haine n'a pas supporté que la presse dévoile sa manipulation électorale. Les représailles contre la journaliste sont foudroyantes. Eduardo Bolsonaro a tweeté que j'avais proposé des relations sexuelles pour obtenir des informations contre son père. Tous les blogueurs de droite ont commencé à tweeter, à publier sur Facebook. En quelques heures, ils avaient posté toutes sortes de mèmes, des messages satiriques, avec des images pornographiques, des femmes nues et un montage avec mon visage dessus. C'est à ce moment-là que ces groupes WhatsApp ont commencé à se mobiliser et à produire du contenu misogyne pour attaquer Patricia. Je recevais ça sur WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram.
Nous avons publié toutes les preuves de notre enquête. Les audios, les messages, les photos. Ça ne servait à rien. Une semaine plus tard, le président lui-même fait une blague. Scoop, en portugais, c'est le même mot que trou. Donc il a dit que la journaliste voulait un scoop à tout prix. Elle voulait donner son trou en échange d'un scoop. Ele dizia do assédio da jornalista, mas dele, ela queria furo. Ela queria dar furo. A qualquer preço contra mim. Maintenant, quand je suis sur le point de publier un article, je marque une pause. Je ne dis pas que je ne publie pas, mais je fais une pause. Parce qu'à qui vont-ils s'attaquer? Est-ce que ça va être mon fils la prochaine fois? Ou est-ce qu'ils vont... Moi, je réfléchis avant de publier. Je réfléchis beaucoup. Ce cabinet de la haine est aujourd'hui au centre d'une enquête parlementaire lancée par l'opposition. J'ai parcouru ce Brésil en faisant campagne pour un homme nommé Jair Messias Bolsonaro. Je ne sais pas si le président est conscient de l'ampleur de la folie que produit ce bureau de la haine. Joyce Hasselman connaît bien le cabinet de la haine. Hier, alliée de Bolsonaro, cette députée en est aujourd'hui sa cible. Elle accuse publiquement Eduardo et Carlos, les deux fils du président. Ils attaquent votre réputation sans absolument aucune preuve, ils vous détruisent et à la fin, ils effacent tout. J'ai été victime du cabinet de la haine parce que j'ai dit non à Bolsonaro. Je ne voulais pas défendre son fils. Il ne voulait pas qu'on enquête sur lui pour des affaires de détournement d'argent public et de corruption. À partir de là, il y a eu une avalanche d'attaques contre moi et ma famille. Ils avaient même un calendrier sur lequel ils choisissaient qui serait attaqué par le groupe entier et de quel jour à quel jour ça aurait lieu. Par exemple, nous allons attaquer Joyce et le hashtag sera Peppa Pig. Avec les femmes, c'est toujours plus agressif. Et c'est toujours du style « tu es laide »,« tu es vieille »,« tu es grosse »,« ton mari fait ça »,« ton père fait ça », ou alors « tu offres du sexe ». On peut poursuivre en justice quelqu'un pour calomnie, injure ou diffamation, mais c'est seulement une personne ou deux. Mais comment faire pour réagir contre une fausse information partagée par 50 millions de personnes, 100 millions de personnes? C'est impossible. Vous avez le réseau social de Bolsonaro et ceux de ses fils. Ils ont des millions de followers. Ensuite, il y a cet écosystème de blogueurs de droite, le cabinet de la haine. Ils amplifient tous ces influenceurs qui ont eux aussi des millions de followers. C'est tout un écosystème. Un écosystème que le clan Bolsonaro cultive méthodiquement. Sur Facebook, YouTube ou Instagram, le président recommande à ses millions de followers ses influenceurs préférés. Parmi elles, celle de Bernardo Custer. Près d'1 million d'abonnés sur YouTube. À la fois catholique réactionnaire et influenceur chevronné. On a un groupe sur Telegram avec nos spectateurs. C'est une bonne façon d'esquiver tous les moyens de censure contre notre chaîne YouTube.
Quand j'utilise Facebook, c'est pour les longs textes et les pensées intellectuelles, ou les idées, ou autre chose. Twitter, je pense que c'est un réseau social très chaud. C'est là que le sang coule, pour ainsi dire. Parce que c'est violent, et c'est très rapide. Et je pense que c'est excitant. C'est la démocratie. Et YouTube, c'est quand je veux poser les choses, ou essayer de cadrer et influencer le débat. Derrière son air affable, un discours parfois complotiste, toujours très musclé. Féministe, mon œil, à quoi servent vos combats? À légaliser l'avortement? À assassiner des enfants dans le ventre de leur mère? Faites bien attention avec Disney, parce qu'ils sont explicitement pro-LGBT et pro-idéologie de genre. Alors, Madame Joyce Hasselman, toi qui disais être la première fille de Bolsonaro, être la plus proche de lui, à présent, tu t'en fous du gouvernement. Tu chies sur le gouvernement. Tu m'excuseras, mais tu as fait une belle merde, une belle connerie. Raconte-nous, Peppa. Parce que Peppa est en train de péper. Je pèpe, tu pèpes, il pèpe, nous pépons, vous pépez, il pèpe. Vous êtes en train de péper, ma fille. La justice a condamné le youtubeur 2 fois pour diffamation. Facebook et Twitter ont fermé ses comptes. YouTube a supprimé les publicités sur sa chaîne. Mais Bernardo Custer assume. Tout ce qui divise fait prospérer sa cause. Quand vous traitez Joyce Hasselman de Peppa la truie, Oui. traiter une femme de truie, c'est pertinent selon vous? Ouais. Mais à l'époque, elle était en surpoids, elle est blanche, et elle ressemblait à ça. Je ne sais pas, je pense que nous sommes une société pleurnicharde. Nous sommes trop pleurnichards. Alors je suis désolé, mais nous sommes faibles. On dit que le Brésil est polarisé, mais je pense que c'est très bien. Parce que si vous regardez Bolsonaro, il a un discours dur. Il a dit des choses qui ont choqué les gens, et il a été élu. Les ingénieurs du chaos ont imposé leurs vérités alternatives dans le monde parallèle des réseaux sociaux. Une stratégie d'autant plus efficace que les médias traditionnels ont perdu beaucoup de terrain. Les réseaux sociaux ont commencé à transformer tout notre paysage de communication. Mais ils ont fait autre chose. Ils ont mis les journaux locaux en faillite dans de nombreuses régions. Parce que ces journaux ne pouvaient pas rivaliser avec ce qui se passait sur Internet. Les rédactions locales sont l'épine dorsale de la démocratie. Elles sont en mesure de demander des comptes aux responsables locaux. Elles sont capables d'être le chien de garde lorsque les gens sont occupés à vivre leur vie. Sans ces rédactions locales, la polarisation s'accentuera. En 15 ans, la déferlante numérique a enseveli pas moins de 1800 journaux locaux aux États-Unis. C'est l'Amérique des villes moyennes et des campagnes qui est touchée de plein fouet. Une débâcle que les populistes exploitent pour tromper les citoyens. Bienvenue, de retour dans le Tennessee Star Report. Ici Michael Patrick Leahy. Il est 6h17 en direct de nos studios à Nashville, Tennessee. Bienvenue Ben. Bonjour Michael. La nation commence vraiment à perdre la tête dans tous les domaines. Regardez Joe Biden. Il est vraiment endormi. Michael Patrick est un irréductible républicain. Il appartient à cette nébuleuse ultra-conservatrice qui veut informer l'Amérique des régions à sa manière. Une stratégie apparemment locale qui masque un objectif clairement national. When we come back, it's football, and we'll be back after this.
Je voulais apporter une vision du monde conservatrice ici à notre public dans le Tennessee. Il y a des visions du monde concurrentes. Celle qui soutient l'état de droit et la Constitution, c'est en quelque sorte ma vision du monde. Et puis il y a celle qui veut essentiellement détruire la République américaine telle que nous la connaissons. Et c'est malheureusement la vision du monde de beaucoup de membres du Parti démocrate et des grands médias de gauche. Et c'est pourquoi nous sommes en mission pour apporter la vérité d'un point de vue conservateur. En mission, comme une mission patriotique. Qu'en dites-vous? And our special guest this morning, representing district number 6, Sa mission, Michael Patrick la pilote en fait d'Internet, plus souterrainement. Il possède 5 sites d'information à l'apparence trompeuse. Aucune mention n'y indique son trumpisme militant. Et pour attirer des lecteurs, il fait passer ses sites pour d'authentiques médias locaux. Le Tennessee Star, le Michigan Star, le Virginia Star, l'Ohio Star et le Minnesota Sun. Mais étrangement, toutes les unes se ressemblent. Du Michigan Star au Minnesota Sun, les mêmes articles. Exemple dans cette édition d'octobre 2020. Donald Trump, encore président, occupe la une de tous les sites. Trump avec la première dame, Trump et les sondages, Trump et l'immigration. Les informations locales, elles, sont presque inexistantes. La supercherie va beaucoup plus loin, jusqu'à publier des fausses nouvelles, comme cette annonce surprenante en pleine pandémie du Covid. Le rapport du Centre de contrôle des maladies indique que les masques pourraient augmenter le risque d'infection au Covid ou à d'autres maladies respiratoires. Dans le rapport de cet organisme officiel, cette conclusion n'y apparaît jamais. Il rappelle même qu'il faut porter son masque. Sur les réseaux sociaux, 60% de ceux qui partagent un article n'en lisent que le titre. Mais pour Michael Patrick, peu importe que le titre soit faux. Seul compte l'idéologie. Le CDC n'a jamais dit ça. Eh bien, que disait ce titre? Il disait « peut augmenter ». Mais c'est faux. Non, c'est vrai. L'étude est rapportée avec précision. Elle est rapportée avec précision, mais le titre est faux. Donc votre objection porte sur le titre? Oui. Oui, eh bien non, ce titre était tout à fait correct. Mais votre titre dit exactement le contraire. Le rapport du CDC indique que les masques peuvent augmenter le risque d'infection par le Covid. Eh bien, nous avons juste un point de vue différent sur ce sujet. Mais on ne peut pas avoir une opinion différente sur des faits. C'est l'interprétation des faits et du titre. Une tactique qui fonctionne très bien pour les propagateurs de désinformation, c'est la manipulation. Ils affirment que ce que vous voyez n'est pas la vérité, ou qu'il pourrait y avoir 2 vérités possibles dans une situation. La tactique est efficace et elle devient contagieuse. Dans le camp d'en face, certains sont tentés d'imiter leurs adversaires. Tara McGowan est une tacticienne démocrate et controversée, jusque dans son camp. Elle gère un budget de 100 millions de dollars, récolté auprès d'influents donateurs. Avec cet argent, elle aussi a lancé son groupe d'information locale pro-démocrate. Par exemple, dans l'Arizona ou le Michigan. Contrairement à Michael Patrick, les fact-checkers ici n'ont jamais trouvé de fake news. Mais comme lui, elle trompe les internautes avec ses articles partisans. Tous les tests que nous avons effectués ces dernières années ont montré que les news pouvaient être plus efficaces pour informer un électeur qu'une publicité politique diffusée sur la même plateforme. Par exemple, vous pouvez diffuser sur Facebook soit une publicité contre Trump, soit un titre d'article qui contiendrait le même message. Les gens considèrent les news comme une source digne de confiance et ils savent que ce n'est pas quelqu'un qui les a conçus pour les influencer. Tara McGowan n'a pas d'état d'âme. Pour remporter la bataille,
il faut adopter les mêmes armes que l'ennemi, quitte à semer la confusion dans l'esprit des Américains encore un peu plus. Notre but n'est pas de fournir un point de vue équilibré. Nous sommes une organisation d'information de gauche. Nous ne pouvons pas compter sur les médias traditionnels pour élever la vérité au-dessus des mensonges, parce qu'ils sont dans une position défensive pour ne pas être traités de médias de gauche par la droite. Ils ont pour principe de donner la parole à chaque camp, et ils élèvent le mensonge d'un républicain au même niveau qu'un fait énoncé par un démocrate. Je suis d'accord sur le fait que les médias partisans ne vont probablement pas restaurer complètement la confiance des gens. Mais en même temps, si un camp le fait, l'autre camp ne devrait pas le faire parce qu'il n'est pas d'accord avec la méthode? Dans ce cas, il perdrait la guerre de l'information. Je préfère gagner la guerre de l'information plutôt que gagner un concours de vertu. Une guerre de l'information très coûteuse. Mais Tara McGowan peut compter sur de généreux donateurs. À Hollywood, avec Steven Spielberg. Ou dans la Silicon Valley, avec Reid Hoffman, milliardaire, fondateur de LinkedIn. Il a lancé avec son partenaire Dimitri Mellorn un fonds d'investissement de plusieurs centaines de millions de dollars, spécialement pour battre Trump. Vous connaissez le jeu de la taupe? C'est un jeu auquel on joue dans les fêtes foraines. Vous avez un maillet souple, il y a une douzaine de trous, et quand une taupe apparaît, vous devez taper dessus. C'est un jeu très difficile parce qu'il y a toujours de nouvelles taupes qui apparaissent. C'est le même problème avec la désinformation. Nous avons 3 règles. 1, nous n'infreignons pas la loi. 2, nous nous refusons à promouvoir toute forme de haine. Et enfin, pas de désinformation. Et nous définissons la désinformation comme la promotion de mensonges avérés. Mais entre ces 3 points, il y a beaucoup d'espace. Et tout ce qui est à l'intérieur de cet espace, on ne va pas s'en priver. Parce que nous sommes dans un combat avec des gens qui sont extrêmement agressifs. Et nous devons être capables de faire de la dissuasion. Il est important, pour qu'il y ait une solution à long terme, que les républicains ressentent un peu la douleur que leur tactique provoque. Nous campons sur nos positions pour ne pas glisser sur une pente où plus personne ne sait où est la vérité. Le problème est, OK, on vit dans 2 réalités différentes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à un feu rouge si on n'est pas d'accord sur ce que signifie un feu rouge? Si nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur les faits, il va être très difficile d'avoir une société civilisée basée sur la compréhension mutuelle et la confiance. Dans un monde de post-vérité, les faits s'effacent devant les opinions. Aujourd'hui, l'Amérique tout entière étale ses divisions. J'avais des amis démocrates, mais je n'en ai plus maintenant. Scott McKenzie est devenu accro. À Trump, à Twitter, aux théories du complot charriées par Internet. Cette nouvelle vision du monde l'a isolé des siens. Je n'ai pas pu parler avec mes enfants depuis environ 1 an, peut-être 1 an et demi, à cause de la division idéologique entre nous. Ce qui dirige vraiment le monde actuel, c'est un culte satanique très bien financé. Et Obama, Clinton, Bush et tous ces gens en font partie. Les 4 années de Trump, le Make America Great Again, faisaient partie d'un effort plus large, appelé le Grand Réveil. Le Grand Réveil dénonce les réseaux pédophiles, le trafic d'êtres humains, la prise de contrôle communiste des États-Unis et d'autres nations.
Le grand réveil, j'en ai entendu parler sur Twitter. Je passais beaucoup de temps sur Twitter, parfois 10 heures par jour. Chacun dans sa bulle, chacun chez soi. Des millions de supporters de Trump attendent le grand réveil. Sur les réseaux sociaux, les théories du complot pullulent. Elles sont les matrices du populisme numérique. Un populisme qu'un jeune geek de 32 ans a contribué à faire naître. Je voudrais vous interroger sur votre collaboration avec Steve Bannon, l'un des conseillers de campagne du président Trump. Christopher Wiley, un ingénieur du chaos malgré lui. C'est ce lanceur d'alerte qui est à l'origine du scandale mondial Cambridge Analytica, du nom de son employeur. Christopher Wiley a dévoilé comment le camp de Donald Trump a ciblé sur Internet des dizaines de millions d'Américains pour les radicaliser. Mon rôle était d'identifier les gens susceptibles de croire aux théories du complot et de les attirer dans des groupes Facebook. Imaginez, vous êtes un type quelconque, quelque part aux États-Unis. Vous voyez une publicité ou un groupe recommandé et vous cliquez dessus. Vous avez des groupes avec des noms un peu ambigus, les Patriotes de Smith County. Et vous vivez dans le comté de Smith. Tout semble naturel, tout semble le fruit du hasard. Mais en fait, vous avez été sélectionné pour ce groupe parce que votre profil de données suggère à l'algorithme de Cambridge Analytica que vous êtes probablement plus enclin à la pensée complotiste, vous êtes probablement névrosé. Il s'agissait de lancer, de provoquer la naissance d'un mouvement politique qui est devenu énorme aux États-Unis et qui a contribué à l'ascension de Donald Trump à la présidence. J'ai fait de mon mieux avec mes enfants pour leur ouvrir les yeux sur ce qui se passait vraiment. Je leur ai envoyé des vidéos, des articles de presse. Je leur ai demandé de les lire. Je leur fournissais ma propre analyse, de la même manière que je le faisais sur Twitter. Et finalement, ils m'ont appelé et m'ont demandé d'arrêter de leur envoyer ces trucs. En gros, et c'est mon résumé, ils pensent que c'est moi qui ai subi un lavage de cerveau, que je suis le fou, que je suis le radical. Tant qu'ils n'auront pas ouvert les yeux, nous ne nous parlerons probablement pas beaucoup. Mais pour ce qui est de mon univers quotidien, j'ai ma communauté sur Twitter. Ce sont des gens qui sont idéologiquement d'accord avec moi. Et quand je communique avec eux, c'est presque comme si j'étais assis dans la même pièce. Depuis, comme Donald Trump, Scott n'est plus sur Twitter. La plateforme les a tous les deux bannis, définitivement. Mais imaginez que votre président, ou votre premier ministre, ait trouvé la parade pour ne jamais être coupé de ses followers. Narendra Modi est le chef d'État de la démocratie la plus peuplée au monde. Son allure de vieux sage cache un nationalisme brutal au service de la communauté hindoue majoritaire. Le Premier ministre Narendra Modi a compris très tôt comment tirer profit des réseaux sociaux. Sur Facebook, il est le dirigeant politique le plus suivi au monde. Et surtout, il possède son propre réseau social complètement indépendant, Namo.
On peut y admirer ses succès, voir ses discours en direct, et même lui écrire. Du pur marketing direct appliqué à la politique. J'ai fait beaucoup d'ingénierie informatique. Et je suis heureux d'avoir changé la dimension digitale de la démocratie en Inde. Arvind Gupta n'est pas n'importe quel informaticien. Il a fabriqué la machine numérique du parti au pouvoir. Un parti qui aujourd'hui compte 180 millions d'adhérents. Arvind Gupta a directement contribué à l'élection de Narendra Modi. Si vous discutez avec n'importe quel chef de produit, il vous parlera de marketing one-to-one. C'est un bon concept si vous pouvez personnaliser le message du Premier ministre pour chaque citoyen. On a adopté cette méthode en 2014 et c'est vraiment devenu très très gros depuis. Quand l'application Namo a démarré, c'est parce que le BJP a réalisé que politiquement, WhatsApp et Facebook pouvaient un jour être contraints de changer de politique. En gros, qu'ils pouvaient être forcés de lutter contre la désinformation. Donc, posséder leur propre plateforme et y faire venir les gens, c'est quelque chose qu'ils ont compris très tôt. Shivam Singh, lui aussi, a travaillé pour le BJP. Mais aujourd'hui, c'est un repenti. Cet expert en big data dévoile les secrets du populisme digital incarné par le chef d'État indien. Il y a deux parties à l'application Namo. L'une d'entre elles est l'interface publique. Elle est destinée à permettre aux gens d'obtenir des informations sur le Premier ministre ou les projets du gouvernement. Il y a aussi une certaine quantité de fake news. L'autre objectif de l'application Namo est de fournir une liste présélectionnée de vos propres supporters. Ces données sont importantes parce que vous connaissez alors le nombre de personnes que vous atteignez et dans quelle région. Namo, cette plateforme privée du Premier ministre indien, pourrait bien avoir une autre fonction. Beaucoup moins avouable celle-là. Narendra Modi app is in the eye of a major storm. The first charge being that the Prime Minister is big boss, spying on Indians. The French data analysts claim that the app shares users' information with third parties without their permission. Cyber security expert, जो अपने आप को एलियट ऑल्डरसन कहते हैं, उनका नाम कुछ Claiming to be a French cyber security expert. ट्विटर वॉर की शुरुआत हुई है फ्रांस के एक हैकर एलियट एल्डरसन. Elliot Alderson, le voici. De son vrai nom, Baptiste Robert. C'est un hacker éthique bien connu dans le milieu. Il traque les failles de logiciels au nom de la sécurité des internautes partout dans le monde. Lorsque j'ai regardé l'application Namo, je me suis rendu compte qu'il y a un nom de domaine relativement étrange qui est appelé in.wzrt.com. Ce nom de domaine appartient à une société qui s'appelle CleverTap, qui est une société américaine et qui propose une solution dite d'analytics. L'application Namo envoie sur les serveurs de CleverTap des données personnelles comme par exemple le nom, le prénom, la caste, la religion, mais également le temps passé sur chaque écran, les boutons sur lesquels il a cliqué, le chemin dans l'application, les articles sur lesquels il a cliqué. Si je sais tout ça, je vais pouvoir vous pousser dans votre fil d'actualité des news qui vont plutôt vous plaire et qui seront plutôt en ma faveur. Le parti au pouvoir en ce moment est l'un des utilisateurs de données les plus prolifiques du pays. En Inde, nous n'avons pas encore de loi sur la protection des données. Par exemple, les numéros de téléphone ou les factures d'électricité, tout est à peu près disponible en ligne. Et il y a des entreprises qui vendent actuellement des données d'étudiants, d'employés du secteur privé, de chômeurs, de personnes qui ont voyagé avec un billet d'avion en première classe. Tout cela est disponible sur Internet. Ce qui est effrayant, c'est que la population indienne ne s'en soucie que très peu.
Cette insouciance a favorisé la conquête du pouvoir du chef d'État indien. Tout commence au début des années 2010. Narendra Modi, alors gouverneur, s'entoure d'un bataillon de jeunes geeks formés aux États-Unis. Beaucoup de gens ont démissionné de leur job dans la tech ou dans les grandes sociétés de conseil dans le monde entier. Et ils sont venus rejoindre le BJP. Les diplômés en informatique, les gens qui travaillaient pour les plus grandes entreprises, IBM et Google, les meilleurs du monde, ils nous ont tous donné du temps. Nous avons compris le consommateur, le citoyen, l'électeur, dans chaque circonscription, dans chaque bureau de vote. Nous avons compris quelle langue leur parlait, ce qu'ils préféraient. Et nous nous sommes assurés que nos messages étaient hautement segmentés et personnalisés. Profiler un individu grâce à ses données numériques. Ce savoir-faire a un nom, le micro-ciblage. Et plus il y a de data, plus c'est précis. Dans le monde de la politique traditionnelle, si vous vouliez avoir une majorité, vous vous adressiez à un public donc, qui était large, que vous ne pouviez pas segmenter. Et donc, il vous fallait envoyer un message qui soit consensuel. Par contre, dans la technopolitique, le micro-ciblage permet de faire des milliers de messages ciblés pour des publics différents, faits sur mesure pour enflammer chaque microgroupe. Même si ça doit être fait avec des contenus qui sont contradictoires entre eux, ça n'a aucune importance. Ils ont trouvé la façon d'en tirer un profit. Donc, ils vont vouloir jouer sur le chaos et pousser le chaos le plus possible. Pour un ingénieur du chaos, l'abondance de données numériques en Inde est une aubaine. Et le parti au pouvoir l'a compris avant tous les autres. Le BJP a amassé d'immenses bases de données. Nous avons commencé à construire un serveur de big data à l'intérieur du parti. Le BJP, en 2010-2011, avait probablement un meilleur data center que la plupart des entreprises dans le monde. Nous étions les premiers utilisateurs de WhatsApp pour la coordination interne, pour organiser nos campagnes, et cela a porté ses fruits. Narendra Modi est élu en 2014, puis réélu en 2019, avec encore plus de voix. Le ciblage des citoyens indiens s'intensifie et s'affine. Le BJP a quadrillé le pays d'1 million de groupes WhatsApp. Ils créent généralement un groupe en fonction des centres d'intérêt. Ainsi, si vous vous intéressez au cinéma, il y a un groupe pour cela. Si vous cherchez un groupe qui vous informe sur les écoles de cricket, il y a un groupe pour ça. En fait, il s'agit d'appâter les gens en fonction de ce qui les intéresse, pour qu'ils s'abonnent. Ensuite, ils commencent à envoyer des messages, de la propagande contre telle ou telle communauté, contre tel parti politique, à travers des images satiriques, des blagues. Par exemple, ils diffusent jour et nuit du contenu haineux ou des messages contre l'islam. Ici, une fake news. L'histoire d'un enfant hindou assassiné par des musulmans. Là, un dessin obscène suivi d'appels au meurtre. Ou bien cet agenda islamiste qui fait de tous les musulmans indiens des fanatiques de la charia. Cela a été conçu de manière à ce que certaines personnes ne sachent jamais qu'elles font partie d'une campagne politique. Il n'y a pas d'avertissement pour prévenir que c'est un groupe dirigé par la cellule informatique du BJP. La principale chose que fait le BJP, c'est de décentraliser.
Ce que j'entends par décentralisation, c'est la création de ces petits groupes d'armées de trolls qui ne sont pas connectés les uns aux autres. Cela les aide de plusieurs façons. L'une des plus importantes, c'est que toute l'opération demeure secrète. Ainsi, les différents groupes, ou même les différents comptes au sein d'un même groupe, ne savent rien des autres personnes ou des autres comptes. Les données sont si bon marché en Inde que tout le monde a accès à des forfaits pratiquement illimités. Beaucoup de gens ont acheté des smartphones et se sont habitués à utiliser des données pour la toute première fois. Et puis ils ont fini par aller sur les réseaux sociaux et rejoindre des groupes WhatsApp. Si vous allez dans un village aujourd'hui, quelqu'un qui reçoit un message WhatsApp se dit « Ok, je viens d'être mis en relation avec une plateforme qui va m'envoyer des informations authentiques et je vais être la première personne du village à en être informée. » Et il partage oralement cette information avec beaucoup de fierté. À la campagne comme à la ville, l'armée des trolls de Modi ne s'arrête jamais. Elle redouble même d'efforts à la moindre élection. À Gaya, aujourd'hui, c'est l'effervescence. Nous sommes dans la province du Bihar, une région rurale 2 fois plus peuplée que la France. Le Premier ministre indien est venu soutenir son candidat aux élections locales. Presque chaque village du Bihar est désormais connecté à une route. Plus de 20 millions de routes ont été construites dans les villages du Bihar. Je vous salue tous. En coulisses, au quartier général du BJP local, Manand Krishna mobilise ses troupes. Alors, le discours de Yogi-ji, ça commence à quelle heure? Nous sommes au cœur de la machine de propagande, dans l'une de ces fameuses cellules numériques qui quadrillent le pays. Manand Krishna dirige 10 000 volontaires dans toute la région. Ce sont eux qui répandent la propagande dans les groupes WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp sur le territoire de chaque bureau de vote. À raison de 70 000 bureaux, ce sont au moins 20 millions d'électeurs locaux que le BJP cherche à endoctriner, sans aucun état d'âme. Si vous remportez les bureaux de vote clés, vous remportez tout l'État. Cette année, on a créé environ 100 000 nouveaux groupes. Et là, pendant qu'on se parle, il doit y en avoir un qui se crée. Supposons que vous soyez quelqu'un de mon équipe. Vous seriez obligatoirement de votre côté membre de plusieurs groupes. Tout ce que j'ai à faire, c'est mettre mon numéro dans l'un de vos groupes avec votre concours. Et là, automatiquement, on a tout. La règle, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un de mon équipe crée un groupe, il doit mettre un de nos numéros dans ce groupe. Comme ça, on peut contrôler. Nous leur disons, attention aux mots que vous utilisez. Réfléchissez toujours avant d'écrire. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais restez positif. Nous avons vérifié ce que propage Manand Krishna dans ses propres groupes. Toujours la même propagande hostile aux musulmans. Des messages diffusés par l'administrateur du groupe, c'est-à-dire une personne de son équipe. Manand Krishna nie toute responsabilité, même face aux preuves. C'est l'administrateur qui a envoyé ça. Vous pouvez nous décrire cette image? Non, on ne fait pas ce genre de message. On n'approuve pas ça. Si quelqu'un veut faire le malin comme ça, on l'éjecte du groupe. Mais là, on voit que le groupe a été créé avec votre propre numéro. Quoi?
Oh mon Dieu. C'est bien votre numéro. Oui, c'est bien mon numéro. Je suis stupéfait. Comment a-t-il pu arriver là? Comment c'est possible sans ma permission? Vous me donnez mal au crâne maintenant. Je vais devoir vérifier comment mon numéro a pu se retrouver là. Manand Krishna et ses brigades ne risquent rien. Qu'il s'agisse de fake news ou de données numériques, les ingénieurs du chaos en Inde agissent en toute impunité. Au Brésil, les lois sont plus strictes. Alors, pour récupérer des données numériques, il faut les voler. C'est le travail des data miners, en français, les extracteurs de données. Ils pillent des informations privées sur Internet pour le compte d'hommes politiques peu scrupuleux. Ces pirates ont des clients jusqu'en Europe. De quoi fausser le jeu démocratique, y compris chez nous. Dénoncer ces pratiques au Brésil, c'est le combat de Bruno Maia. Ce militant des droits de l'homme veut rassembler le plus d'informations possible sur ces pirates. Au téléphone, il se fait passer pour un candidat à des élections locales qui voudrait envoyer anonymement de la propagande politique à des électeurs. À l'autre bout du fil, un extracteur de données. Bonjour. J'aimerais savoir s'il est possible de mener une opération d'influence dans la ville de Fortaleza. Maintenant. Parce que dimanche, on a besoin de quelque chose de très rapide. Il y a une élection. Vous ciblez tout Fortaleza, c'est ça? Oui, ou du moins une bonne partie de la ville. Il faut que tu me dises quelle population tu veux cibler, si tu veux quelque chose de précis. Si je veux par exemple cibler un quartier et les hommes de plus de 40 ans, vous pouvez le faire? Ok, pas de problème. Vendre clé en main une base de données personnelles pour une élection, c'est totalement illégal. Pour ne pas se faire repérer, l'interlocuteur de Bruno va envoyer des messages aux électeurs via des numéros étrangers, virtuels et surtout éphémères. Ils disparaissent après utilisation. Est-ce que ça peut nous porter préjudice, voire être utilisé contre nous? Non, ce sont des numéros étrangers, d'Afrique ou d'Asie. On ne peut pas faire ça avec des numéros brésiliens. Sinon, on aura très vite des problèmes. Tous nos serveurs sont à l'étranger, donc ils ne peuvent pas être géolocalisés. Le numéro international, ça nous protège, mais ça reste illégal, non? Ouais, c'est moins illégal que de tuer quelqu'un. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Il n'y a aucun danger. C'est un numéro international, éphémère. Il y a toujours eu des rumeurs lors des élections. Mais aujourd'hui, c'est devenu une usine. C'est comme s'il y avait une industrialisation des rumeurs, des mensonges. Ils se font de l'argent en affaiblissant la démocratie. Selon moi, ces gens sont dangereux. Nous avons voulu comprendre comment ces chasseurs de données semblent opérer en toute impunité. Pour les approcher, nous avons créé un faux parti politique, les Femmes pour la France, un parti de droite très conservateur et anti-avortement. Nous filmons en caméra cachée dans une agence qui a pignon sur rue. Les deux associés cherchent des clients à l'étranger. Ils nous accueillent sans méfiance. Ces chasseurs de données ont leurs entrées au sommet de l'État. Je vais vous montrer une photo. C'est vous là? On est des hommes de l'ombre. La photo avec le président Bolsonaro date de son élection.
Mais les deux hommes se connaîtraient depuis des années. Le mouvement Bolsonaro a commencé en 2012. Nous avons créé des groupes dans chaque région. Il y avait un groupe pour l'éducation, un groupe pour la santé, un autre pour la famille. Nous prétendons vouloir cibler des électeurs français anti-avortement dans la région parisienne. Grâce à son logiciel, l'informaticien va pouvoir les repérer sur n'importe quel réseau social. Par exemple, je tape avortement. Je peux extraire le nom complet, le téléphone, l'email, la date de naissance. Là, vous pouvez voir qu'on est déjà à 1000 nouveaux posts qui ont utilisé le mot avortement. En quelques minutes, l'homme siphonne de son bureau brésilien les données numériques de tous les internautes français qui ont posté dans un périmètre donné le mot avortement. Là, on voit l'emplacement de la personne au moment où j'ai lancé la recherche. Des coordonnées GPS qui permettent de suivre à la trace le nom, l'email, le numéro de téléphone. Cette collecte d'informations viole toutes les règles de protection des données personnelles. Bon, j'arrête là, mais je pourrais aller jusqu'à 5 millions d'utilisateurs. Et on peut chercher avec des critères LGBT, par exemple? Oui, c'est très facile. Notre système marche mieux sur Facebook et Instagram parce que WhatsApp est encore très protégé. Instagram et Facebook nous mettent régulièrement des obstacles pour nous empêcher de faire ce qu'on fait. Le logiciel s'arrête de fonctionner 2-3 fois par semaine. On doit le réécrire, on s'adapte en permanence. Ils sont efficaces, ils ont réussi à récupérer un nombre de pages incroyable, sans être détectés, et tout ça va très très vite. On a des gens extrêmement malins qui passent leur temps à essayer de voir la moindre petite faille, le moindre petit trou avec de la lumière pour aller récupérer de l'information. Et de l'autre côté, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et les autres sont au courant qu'il y a des sociétés qui viennent extraire de la donnée. Alors, lutter contre ça, c'est difficile parce que c'est le jeu du chat et de la souris. Il y a une industrie derrière, il y a une industrie de la donnée. Exemple. Pour 1 million de fiches extraites, c'est 3 centimes de dollars par fiche, plus 7 centimes par message envoyé. Le prix final est de 10 centimes par individu. En revanche, si vous dépassez les 5 millions, c'est un prix unique. 5 millions de fiches extraites et d'envois achetés reviennent à 5,2 centimes par individu. Vous pouvez nous garantir qu'après le paiement, on ne se fera pas repérer? Il n'y a pas de danger. Tout est fait depuis l'étranger. Rien n'est fait localement. On recevra le paiement par bitcoins. Il n'y aura rien qui vous reliera à nous. Ailleurs, quelques heures plus tard, un autre consultant vient nous rendre visite. Hola, bon dia. Lui aurait déjà travaillé pour des clients italiens et espagnols. Dans son catalogue de services, un outil redoutable. Son nom, l'IMC Catcher, une sorte d'antenne relais cachée dans un petit sac à dos. J'ai apporté une antenne. D'accord. J'ai 80 antennes comme celle-ci, dispersées dans l'état de Sao Paulo. Ça m'inquiétait d'en discuter par téléphone, parce que c'est interdit ici. Mais je le fais quand même. Cette antenne est hors la loi au Brésil comme en Europe. Et pour cause. Elle est réservée aux services d'espionnage. Elle aspire autour d'elle tous les numéros de portable, en toute discrétion. Si on pose ça à l'aéroport, on aura le numéro de portable de tous les gens qui font leur check-in enregistré ici. Je l'ai utilisé à l'aéroport de Malpensa. En une semaine, j'ai eu plus de 3 millions de numéros de téléphone. Vous pouvez être sûr qu'en 2022, tout le monde aura ça. C'est extrêmement inquiétant.
Je connaissais l'IMSI Catcher. Son utilisation dans un cadre politique, ça, je ne connaissais absolument pas. Et c'est extrêmement dangereux parce que si demain, je prends une manifestation contre le droit à l'avortement, je me mets dans la foule en mode incognito avec un sac à dos et je récupère tous les téléphones qui sont autour de moi, je vais avoir des informations très particulière sur vous. Je sais que vous êtes contre le droit à l'avortement. Ensuite, je vais récupérer des données annexes. Et donc, je vais pouvoir vous cibler et vous ficher de manière très, très précise. Je suis gay, donc je suis inquiet. Nous avons aujourd'hui au Brésil un gouvernement fédéral hostile à la cause LGBT. Si le bolsonarisme se développe encore, alors ils pourront tout simplement localiser les personnes LGBT et les persécuter. De la violence en ligne à la violence physique, Bruno sait bien qu'il n'y a qu'un pas. Ce jeune ouvrier musulman est victime d'une rumeur en ligne, alimentée par le parti au pouvoir. Il y a une très forte vague de discours de haine qui utilisent le principe du hashtag. Au début du coronavirus, un hashtag a été lancé, hashtag CoronaJihad. Cela disait que cette communauté propageait volontairement le virus. Vous mettez en avant ce hashtag, une agence de presse dit « Regardez, ce hashtag monte » et les gens commencent à en parler. Un hashtag qui dresse une communauté contre l'autre. Les hindous du village chauffés à blanc contre leurs voisins musulmans. Le jeune villageois s'en est miraculeusement sorti. En Inde, les lynchages contre les musulmans sont en recrudescence. Ils avaient apporté des bâtons et des branches d'arbres. Ça a duré presque 2 heures. Il y avait des gens de plusieurs castes, des brahmanes, des cordonniers, des gens de tout le village. Il y en a une dizaine qui m'ont battu. J'ai peur aujourd'hui. Pourquoi ont-ils voulu me tuer? Personne ne dit rien. Il faut se taire pour pouvoir continuer à vivre. Le jeune homme et son avocat ont porté plainte. Mais 1 an après les faits, ces assaillants n'ont toujours pas été inquiétés. Et la vidéo de l'agression tourne encore sur Facebook. Ils ont mis ça sur Facebook. Ils l'ont partagé avec tout le monde. Moi, je voudrais que ça soit retiré. Il faut la faire enlever. Je n'ai rien fait de mal. Et aujourd'hui, je suis humilié. Je ne peux plus marcher dans la rue la tête haute. En Inde, les réseaux sociaux ne se pressent pas pour supprimer les appels à la haine ou les fake news. Surtout celle du BJP, que Pratik Sinha signale régulièrement aux plateformes. Les fake news du chef de la propagande numérique, Amit Malviya, semblent intouchables. Monsieur Amit Malviya a diffusé de la désinformation à de multiples reprises. Nous avons écrit une 15aine d'articles à ce sujet. Et pendant que nous fact-checkions de nombreuses personnalités du BJP, beaucoup de partenaires de fact-checking de Facebook ne faisaient rien ou très peu. C'est pourquoi je pense que les intentions de Facebook, c'est d'en faire juste assez pour montrer qu'ils font quelque chose à propos de la désinformation, mais pas assez pour la stopper. Sur Facebook et Twitter, les messages de haine postés par des hindous fanatiques prolifèrent.
La violence entre communautés s'emballe, comme en février 2020. Pendant 3 jours, une foule assaille les quartiers musulmans de New Delhi, la capitale. Les émeutes font plus de 50 morts, la plupart musulmans. L'opposition s'interroge. Pourquoi Facebook n'a-t-il pas plus vite retiré les posts incendiaires? Pensez-vous que Facebook avait la possibilité d'empêcher ou au moins d'atténuer les effets des émeutes de Delhi? Raghav Chadha dirige la commission parlementaire chargée de l'enquête. Mais le témoin principal est absent. Le président de Facebook Inde a refusé de témoigner. Des plaignants se sont adressés à Facebook et ont dit « Regardez, ce sont des contenus incendiaires. S'il vous plaît, retirez ça de votre plateforme. » Facebook ne l'a pas fait. Cela a renforcé nos doutes quant au rôle de Facebook dans le pays et la façon dont il fonctionne. Pourquoi est-ce que Facebook fuit comme ça? S'il y a des allégations contre eux, ils doivent apporter des preuves devant cette commission et dissiper toute rumeur sur leur connivence avec le parti au pouvoir et leur promotion de contenus polarisants. L'Inde, c'est le premier marché au monde pour Facebook. 350 millions d'abonnés et des perspectives très prometteuses. Facebook a investi dans Jio, la première compagnie de télécommunications indienne. Près de 6 milliards de dollars, c'est son plus gros investissement à l'étranger. Un accord impossible à sceller en Inde sans entretenir de bons rapports avec le chef de l'État. Pour le jeune PDG de Facebook, des liaisons dangereuses et des questions éthiques qui s'accumulent. Facebook, comme les autres géants des réseaux sociaux, est dans l'œil du cyclone. Social media companies will face very significant fines if they fail to remove and limit the spread of illegal content. Les réseaux sociaux sont-ils au-dessus des gouvernements? Vous dites oui à 73% sur le compte Twitter. Somit dienen Fake News ganz klar als politisches Instrument. 美国国会参议院司法委员会主要就用户隐私保护、网络 global data giants have had a free pass for too long. Hier, les plateformes numériques incarnaient l'espoir de libérer les peuples. On les accuse aujourd'hui de faire le jeu des populistes, jusqu'au coup de tonnerre. L'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. « 5 morts, un pays plus divisé que jamais. » Et quelques jours plus tard, une décision inédite. L'une après l'autre, les plateformes bannissent le président des États-Unis. Twitter, Facebook, YouTube. Les parlementaires américains accusent les plateformes d'être elles-mêmes des agents du chaos. Sur le banc des accusés, les géants des réseaux sociaux et leur président. Mark Zuckerberg pour Facebook, Sundar Pichai, Google, et Jack Dorsey, Twitter. Notre pays est noyé dans la désinformation que véhiculent les réseaux sociaux. Les plateformes, qui servaient autrefois à partager des photos d'enfants avec leurs grands-parents, sont trop souvent des vecteurs de haine, de harcèlement et de division. Selon moi, vos plateformes ont toutes 2 visages. Je voudrais commencer par vous demander à tous les 3 si votre plateforme porte une responsabilité dans la diffusion de la désinformation liée à l'élection qui a conduit à l'attaque du Capitole. Juste une réponse, oui ou non. Monsieur Zuckerberg? Notre responsabilité, c'est de construire des systèmes qui peuvent aider... Monsieur Zuckerberg, je veux une réponse par oui ou par non. Avez-vous une part de responsabilité dans ce qu'il s'est passé?
Notre responsabilité, c'est de nous assurer que nous construisons des systèmes efficaces. Ok, le monsieur ne veut pas répondre à la question. Monsieur Pichai, oui ou non? Nous ressentons toujours une profonde responsabilité, mais nous avons travaillé dur pour cette élection, et c'était l'un de nos efforts les plus importants. Est-ce que c'est oui ou non? Monsieur le député, c'est une question compliquée. Ok, continuons. Monsieur Dorsey? Oui, mais vous devez prendre en compte un écosystème plus large, et pas seulement la technologie. Quand on parle de discours haineux ou de désinformation, d'antivax, de problèmes de santé mentale, on s'intéresse aux symptômes d'un problème sous-jacent. Et ce problème, c'est la mauvaise ingénierie. Quand vous discutez avec les ingénieurs logiciels et les spécialistes des données dans le secteur de la tech, la sécurité ne fait jamais partie de la conversation. Imaginez si vous aviez un autre secteur qui utilisait l'argument de la Silicon Valley. Oui, nos médicaments empoisonnent les gens, mais nous faisons notre possible. Oui, nos avions tombent du ciel, mais on fait ce qu'on peut. On n'accepterait jamais ça de la part de n'importe quel autre secteur. Et donc ma question est, pourquoi devraient-ils gagner de l'argent s'ils n'ont pas prouvé que leurs algorithmes sont sûrs ? Le populisme numérique n'a pas de frontières. L'Europe n'est pas épargnée par les fake news. Sur le vieux continent, la réglementation sur les géants du numérique remonte à l'an 2000. Facebook n'était pas encore né. À Bruxelles, la Commission européenne montre aujourd'hui ses muscles. Il s'agit de contraindre les plateformes à obéir ou à partir. We believe that with systemic players or very big platforms, the bigger you are, the more responsibility you have vis-à-vis the society. Le commissaire européen Thierry Breton veut interdire dans l'espace numérique ce qui est interdit dans la vie réelle. Un plan qui imposerait un investissement massif pour lutter contre la désinformation. C'est pas les plateformes qui font la loi, ce sont les législateurs et donc le peuple qui fait la loi. Certaines nous ont dit on est tellement gros que de toute façon, vous ne pourrez jamais vous passer de nous. Eh bien si, il faut se préoccuper, vous serez obligé de vous préoccuper de ce que vous faites. Et donc vous allez avoir des obligations. Et donc on va vous auditer, y compris pour contrôler les algorithmes qui poussent certains de vos contenus. Thierry Breton est bien optimiste. Voilà. Même si son projet était adopté en l'état, il ne serait pas appliqué avant des années. Les géants des réseaux sociaux ont tout le temps pour faire du lobbying. Au fond, je ne pense pas que les entreprises veuillent être impliquées dans la modération des contenus. Et elles ne veulent pas le faire parce que c'est mauvais pour les affaires et parce que leur modèle économique est malsain. Ce modèle économique va à l'encontre de la modération, de l'expulsion des gens de la plateforme, de la suppression du contenu au quotidien, parce que ça gênerait les gens et ils s'en iraient. Nous n'avons jamais décidé si c'est de ce système d'information dont nous voulons vraiment. Un système où les faits n'ont plus d'importance, où ce sont les voix les plus fortes qui gagnent, où nous pouvons être poussés de plus en plus loin dans nos propres bulles d'information. Et je ne dis pas que c'est ce qui arrive à chaque personne sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ce que je dis, mais il n'est pas nécessaire que ça arrive à tout le monde. Les réseaux sociaux ont mis suffisamment de personnes dans cette situation pour que cela nous affecte tous. Maintenant que Twitter a suspendu mon compte, c'est vrai que je me sens un peu isolé. Je ne pense pas que ça va durer encore longtemps. Parce que maintenant que Trump est dans le privé, il va créer un empire de médias qui diront la vérité, qui seront libres. Et alors, je pense qu'il n'y aura rien ni personne qui pourra arrêter l'unité du monde et le grand réveil du monde. Parce que c'est un grand, grand réveil mondial.
flesh and blood. Now, this great awakening, this is all I see. Trump is up there.